bienvenue sur la chaîne de Suneva. Nous sommes en direct aujourd'hui pour une nouvelle webconférence avec l'alchimiste Patrick Buran-Stenas. Bonjour Patrick. Bonjour. Bonjour à vous tous qui nous rejoignez et nous suivez en direct. Alors, le sujet du jour, c'est comment se désencluer de la matière. Et je peux vous dire que nous venons d'en faire l'expérience avec Patrick pendant 1 heure, puisqu'on a surmonté 1001 problèmes techniques qui ne sont jamais arrivés, évidemment. Est-ce que tu pourrais nous partager ta vision de ce monde actuel que tu dis finalement très dense? Oui, on l'a vu effectivement, là, avant de commencer cette émission, on a senti bien la densité du monde qui était là. Mais pour parler de la densité du monde d'aujourd'hui, il faut que je parle un peu de la création. C'est-à-dire, comment on en est arrivé là, par exemple. Alors, j'avais déjà expliqué plusieurs fois que pour moi, la création, c'est une singularité. C'est-à-dire que quelque chose apparaît dans le tout et dans le rien, et revenant sur lui-même, il finit par faire une bulle. Et cette bulle, finalement, est coupée maintenant de l'extérieur. Alors, à partir de là, je rajoute quelque chose de nouveau. C'est que dès l'instant que cette bulle est coupée de l'extérieur, il y a une énorme pression à l'extérieur et une dépression à l'intérieur. Comme il y a une dépression à l'intérieur, une partie de la bulle va craquer, si je puis dire. C'est-à-dire un trou va apparaître dedans. Et lorsque ce trou apparaît dedans, ce qu'il y a à l'extérieur, on ne sait pas trop, est-ce qu'il y a quelque chose ou est-ce qu'il n'y a rien, mais on constate que quelque chose va rentrer, ou plutôt, ça devient quelque chose dès que ça rentre. Alors, l'hypothèse que j'ai, c'est que c'est un peu, je vais appeler ça la lumière, parce que je n'ai pas d'autre terme, mais dès l'instant que cette lumière rentre à l'intérieur de la bulle, elle se comporte comme des grains, c'est-à-dire qu'il y a une peau autour, liée à ce qu'il y a à l'intérieur de la bulle, et c'est comme s'il y avait des grains de lumière entourés de matière. Imaginons des grains de sable. Donc, cette bulle commence à se remplir de ces grains de sable, et on peut dire que dès l'instant que ça se remplit de ces grains de sable, bah, il n'y a plus de dépression. À un moment, les pressions, si je puis dire, entre l'intérieur et l'extérieur s'équilibrent. Et dès l'instant que les pressions sont équilibrées, bah, la bulle se bouche, elle se ferme. C'est-à-dire le trou qui était apparu disparaît. Peut-être d'ailleurs avec ces grains qui rentraient à l'intérieur de la bulle, mais quand c'est plein, ces grains vont se retrouver à la surface de la bulle aussi et s'agglomérer les uns aux autres et peut-être faire le bouchon qui vont empêcher que quelque chose d'autre puisse rentrer et quelque chose de dedans puisse sortir. Parce que qu'est-ce que va devenir la matière? On peut imaginer que ces grains qui sont maintenant à l'intérieur de cette bulle, eh bien, il va y avoir des différences qui vont apparaître. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un courant d'air sur du sable. Et là, il va se passer quelque chose, ces grains de lumière, mais il faut bien se rappeler qu'ils sont entourés de matière, enfin, ils sont entourés de quelque chose, de colle, je vais y venir, une espèce de colle, quelque chose d'adhérent, pardon, que je vais appeler le koélon. Je ne suis pas le seul à appeler ça comme ça, c'est le terme grec pour dire le vide. Alors j'imagine que comme il y a des différences, il y a une espèce de courant d'air, et que ce courant d'air va pousser des grains les uns contre les autres. Et en poussant les uns contre les autres, eh bien, il y en a certains qui vont s'agglomérer. Et en s'agglomérant, bah, c'est ce qu'on va appeler la matière. Mais tout ne va pas s'agglomérer en même temps. Quand vous avez, par exemple, du vent qui souffle dans le désert, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des dunes, mais il y a des endroits où il n'y en a pas. Donc, il va y avoir des différences. Et ces différences vont être les différences de la création. On peut imaginer que la création, c'est un souffle dans le désert et que ces grains de sable vont s'agglomérer d'une manière différente pour créer la diversité des choses. D'ailleurs, il y a un texte qui est intéressant dans la Genèse, c'est quand on sépare l'eau d'en haut de l'eau d'en bas. Après, on dit, et le souffle de l'Éternel plana à la surface de l'eau. Et quand un souffle plane à la surface de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça fait des rides. C'est-à-dire que les différences commencent à apparaître. Donc voilà un peu mon idée de la création. C'est que maintenant, on est dans une situation où il y a certains grains qui sont agglomérés, certains grains qui restent libres, mais tout est grain. C'est-à-dire qu'il y a bien de la lumière, qui est sans doute la même chose qui était à l'extérieur, mais cette lumière maintenant, chaque grain est entouré d'une coque, d'une colle. Donc on peut imaginer que toute la matière qui est autour de nous ne sont que l'agglomération d'un certain nombre de grains de lumière tenus entre eux par une colle qui est donc le koélon. Donc ça, c'est une vision pour moi assez intéressante parce que ça veut dire que dans chaque grain de matière, il y a la lumière.
c'est-à-dire cette lumière qui est à l'extérieur. Alors on remarque aussi quelque chose, c'est qu'on peut ne rien rajouter et rien retirer. C'est-à-dire, aucun grain nouveau ne rentre, aucun grain ancien ressort. Ça va être seulement des agglomérations différentes de ces grains. Et quand on disait, Lavoisier disait rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, bah, on est effectivement dans un monde de transformation. C'est ces formes qui vont se déplacer. Alors si je continue maintenant ma création et que je veux créer quelque chose de nouveau, eh bien soit j'ai des grains que je peux assembler, soit peut-être j'ai la possibilité de créer une matière de plus en plus dense. Mais pour créer de la matière de plus en plus dense, il me faut un carburant, il me faut une énergie particulière. Parce qu'on peut dire qu'au début, quand les grains arrivent, ils sont tous entourés de la même pellicule, de la même densité. Donc, j'émets l'hypothèse que pour créer de la matière, il faut consommer un carburant et que ce carburant, c'est la lumière. C'est-à-dire qu'il y a soit de la lumière qui est à l'extérieur, c'est-à-dire, imaginons que tous ces grains se désèrent, il y a des grains qui sont coagulés et d'autres non. Donc, je pourrais éventuellement récupérer de la lumière qui n'est pas coagulée pour la transmuter en matière. Ça, c'est la première hypothèse. C'est-à-dire que j'utiliserai de la lumière de l'extérieur pour la transmuter en matière pour faire quelque chose de plus dense. Et on peut imaginer une autre hypothèse, c'est que si moi, en tant qu'individu, je veux créer quelque chose, bah, le seul carburant que j'ai, je vous rappelle que je ne suis qu'un agglomérat de grains, c'est-à-dire de colle avec de la lumière à l'intérieur. Donc on pourrait imaginer que si je veux fabriquer plus de colle, eh bien, il va falloir que je transmute ma propre lumière en matière. Donc ça veut dire que plus je vais créer, finalement, plus je vais, si je ne suis pas relié à une source quelconque, plus je vais consommer ma propre lumière. Et ça veut dire que si je ne me nourris pas en permanence de cette lumière, le grain que je suis va être de plus en plus vide et la coque de plus en plus épaisse. Donc on peut dire que dans un ultime élan de création, eh bien, je pourrais être vide. Et on peut dire que créer dans ce monde, si je n'ai pas de source à l'extérieur, est une manière de créer des coques de plus en plus vides. Des scories, quoi, finalement. Et on peut imaginer que moi, comme individu, si j'ai consommé toute ma lumière, bah, je vais être avide, vraiment avide. Je vais sentir une espèce de faim dévorante, une espèce d'attraction irrépressible pour cette nourriture qu'est la lumière. Et on peut peut-être imaginer que ce qu'on appelle les démons, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un être, c'est quelqu'un qui a consommé toute sa lumière pour en faire de la matière, pour créer, et que maintenant, eh ben, il est avide, mais d'une avidité irrépressible. On ne peut même pas dire que c'est gentil ou méchant. Imaginez, vous marchez dans le désert, vous êtes mort de soif, et vous voyez quelqu'un qui se présente avec une gourde. Est-ce que vous allez lui demander gentiment? C'est peu probable. Vous allez lui sauter à la gorge. Parce que quel que soit cet individu, la soif irrépressible, inextinguible, jamais je pourrais me nourrir de ça. Eh bien, va faire que je peux avoir des actions d'une avidité totale. Alors, je pense que notre monde est aujourd'hui dans cet état-là. C'est-à-dire qu'on a créé, on a beaucoup consommé cette lumière pour en faire beaucoup de matière. Donc, on est dans un monde de colle. On est très collé, on est très dense. Et on peut dire qu'autour de chaque matière, eh bien, il y a une peau de plus en plus épaisse, de plus en plus collante. Et donc, on a de plus en plus de difficultés à s'en détacher. D'autant plus que cette bulle, elle est finie, elle est limitée, puisque c'est une bulle. Donc, ça veut dire que si j'ai consommé toute la lumière qui est à l'intérieur, ben, je peux avoir un parfait déséquilibre avec beaucoup plus de matière que de lumière. Et on pourrait même imaginer que bah, on est aujourd'hui dans un monde crépusculaire, c'est-à-dire qu'on a consommé énormément de lumière, et plus j'en consomme, plus la peau est épaisse, donc moins je peux en avoir qui vient de l'extérieur, puisque j'ai aussi cette épaisseur. Alors à ce stade du monde, qui peut être notre stade aujourd'hui, deux possibilités. La première, c'est de faire des trous dans la peau de la bulle. Et si j'ai des trous dans la peau de la bulle, de la lumière de l'extérieur va rentrer, à supposer qu'il y ait de la place. Et on peut imaginer que quand la lumière de l'extérieur va rentrer, elle va tout de suite se transformer en grain, ou elle va prendre forme. C'est comme si cette lumière, dès l'instant qu'elle rentrait dans notre monde, et dans notre monde, il y avait des voiles, dès que ces grains rentrent à l'intérieur de notre monde, imaginez, je ne sais pas moi, une couche de goudron, puis vous jetez une bille dedans,
ben, quand la bille veut traverser le goudron, immanquablement, elle sera entourée de goudron. Parfait pour imaginer que dès l'instant que je vais ouvrir une porte de l'extérieur vers notre monde, je vais créer de ces billes-là. Deux possibilités avec ces billes. Encore une fois, je crée avec. Ou alors, je m'en nourris. Parce qu'il faut savoir que la première chose qui va se manifester à ce moment-là, c'est les forces les plus avides. Donc, on veut dire que près des sources de lumière, eh bien, on aura les forces les plus avides de cette lumière. Et là, encore une fois, deux possibilités. La clé est vraiment à cet endroit-là. Et c'est ce qui se passe dans notre monde. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'idée sur des forces avides, c'est-à-dire des coques, c'est de leur donner de la lumière. Mais attention, si je leur donne juste quelques grains de lumière, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bien sûr la prendre, mais ils vont transformer, c'est-à-dire qu'ils vont même prendre cette lumière pour fabriquer, pour créer. Donc ça veut dire qu'ils vont la consommer, et ils vont la consommer pour faire de la colle. Donc l'idée, c'est pas de donner un peu de lumière, mais c'est de donner tellement de lumière que non seulement ça va nourrir ces coques, mais au-delà, si j'en donne plus que ce qui peut les nourrir, ça va commencer à dissoudre les coques elles-mêmes. Et là, c'est là que c'est réversible. C'est là où c'est intéressant. Et c'est là où on parle de pardon. Parce que pardonner, c'est donner une part, c'est-à-dire c'est donner une part de lumière aux ténèbres, c'est-à-dire c'est de nourrir finalement ces démons, c'est un terme, hein, puisque le démon, c'est l'inverse du monde. On peut dire que ceux qui ont quasiment consommé toute leur lumière, voire toute leur lumière, et de leur donner tellement de lumière qu'ils vont, j'allais dire, exploser par cette lumière. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas seulement d'alimenter leur avidité. Il faut aller plus loin que ça. Il faut en donner plus pour que justement, imaginer, c'est une solution d'ailleurs. Hein. Quand on a un problème, on dit que c'est dense, que c'est lourd, que c'est épais. Et la clé, c'est de trouver la solution. Tous les alchimistes parlent du solvant universel, ce fameux solvant universel qui est capable de dissoudre cette colle, justement, qui est capable de dissoudre la matière. Et c'est bien pour ça que les alchimistes ne parlent pas de transformation, mais de transmutation. La transformation, c'est de déplacer les grains. La transmutation, c'est soit par l'extérieur, mettre de la lumière pour dissoudre la coque extérieure, soit par l'intérieur, mettre de la lumière à l'intérieur pour dissoudre la coque par l'intérieur, puisque c'est possible dans les deux cas. On dit que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ça serait finalement intéressant d'être dans un milieu qui est tellement plein de lumière que même si moi je suis une coque, et que même si je suis avide, il y a plus de lumière que je peux consommer. Ça m'amène à ma dissolution. Et c'est bien ce qu'on cherche. Donc voilà un peu cette vision du monde que j'ai aujourd'hui et qui permet de comprendre mais une foultitude de choses. Parce que déjà, ce fameux solvant universel dont parlaient tous les alchimistes, bah, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la coque, c'est-à-dire ce qu'on appelle, nous, cette lumière. Et on peut imaginer que maintenant, dans notre monde, il peut se passer aussi quelque chose d'autre, c'est que bah, le maximum de ce monde a consommé la lumière qui était à l'intérieur pour créer. C'est-à-dire pas seulement les humains, mais le reste du monde, tout ce qu'il y a à l'intérieur de la bulle, a consommé toute la lumière. Donc dès l'instant qu'on a consommé toute la lumière, on peut dire que notre monde devient vide. Je veux dire, ce monde devenant tellement vide qu'il va se passer quelque chose, c'est qu'on va finir de se manger les uns les autres, si je puis dire, en espérant pouvoir racler à l'intérieur des scories que nous restons le moindre grain de lumière qui va subsister. Alors, ce qui va se passer, c'est que ces grains vont s'effondrer les uns sur les autres, puisque c'est du vide qu'il y a dedans. Donc, on peut s'imaginer que si je ne peux plus me nourrir de cette lumière et si je ne peux plus créer, eh bien, je vais m'effondrer sur moi-même. Et on peut imaginer que tout notre monde va s'effondrer sur lui-même en un point unique. Et là, il va se passer quelque chose. Maintenant, ma bulle, il va y avoir une immense dépression, puisque tout va s'effondrer. Finalement, le vide qui était à l'intérieur de chaque grain va maintenant se retrouver partout. Il n'y aura plus qu'un point d'ultime matière avec que du vide partout. Je vous rappelle qu'on est dans une sphère et que ça va créer une dépression. Dès l'instant que ça va créer une dépression, il va y avoir un trou dans la sphère. Dès l'instant qu'il y aura un trou dans la sphère, la lumière qui est à l'extérieur va rentrer à l'intérieur pour faire des grains initiaux, primaires, des gouttes de lumière enrobée de matière. Nouvelle pression. Une fois que c'est plein, ça se rebouche et ça recommence. Est-ce qu'il y a eu un précédent de la situation qu'on vit actuellement? Ah oui, sans aucun doute, on peut imaginer que la bulle pulse, c'est-à-dire qu'elle est d'abord pleine de lumière, ensuite elle
créé, c'est un peu comme un sablier, quoi. C'est-à-dire quand on l'a retourné, il se remplit. Puis à un moment, quand il est plein, eh ben, on le remplit, on le retourne. Donc on peut imaginer, et moi je pense que, en tout cas pour la civilisation humaine, le sablier dure à peu près 2000 ans. Et que tous les 2000 ans, ben, on a consommé quasiment toute la lumière. Alors on peut imaginer qu'il y ait des sursis. Le monde est vide de sa lumière, ou en tout cas, il y a plus de matière que de lumière. Et puis, il y a un adepte, un cherchant, un mystique, qui trouve la peau de la bulle. Et lui, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de faire un trou dedans. Donc, dès qu'il fait un trou dedans, la lumière qui est à l'extérieur peut rentrer, puisque finalement, plus il y a de dépression à l'intérieur, plus il y a de matière, plus il reste de la place pour la lumière, finalement. En gros, dès l'instant qu'un adepte décide de faire un trou, il va faire rentrer de la lumière. Et là, deux possibilités. Cette lumière va dissoudre par l'extérieur la couche de Coelon qu'il y a. Donc on peut dire qu'on va avoir un sursis, puisque cette matière va se dédensifier, elle va être grugée par la lumière qui arrive par ce solvant universel. Alors, si l'adepte est capable de mettre tellement de lumière que le monde entier est transmuté, alors à ce moment-là, on peut imaginer qu'il y a plus de lumière que de matière dans la bulle cette fois, parce que ce qui se passe dans les petits grains que j'appelle matière, c'est vrai aussi dans la bulle. C'est-à-dire que cette bulle aussi, elle a une épaisseur. Cette bulle aussi, au début, elle est pleine de lumière. Mais ce qui veut dire que si j'arrive à mettre suffisamment de lumière à l'intérieur de cette bulle univers, on peut imaginer maintenant que cette lumière ne va pas créer, mais qu'elle va décréer. C'est-à-dire qu'elle va commencer à gruger la peau de la bulle univers elle-même. Et on peut imaginer que dans une ultime explosion, cette fois, eh bien, qu'il y a suffisamment de lumière pour dissoudre complètement la peau de la bulle et que la bulle elle-même disparaisse. Et là, on peut imaginer que tout cet univers, maintenant, eh bien, s'est libéré de la matière en dissolvant ses grains pour retrouver une non-forme et non plus l'extérieur ni l'intérieur, puisqu'il n'y a plus d'intérieur ni plus d'extérieur. Vous voyez, dans un sens, la création est une coagulation, et on peut imaginer que cette espèce de pompe cosmique qui va se coaguler, créer une dépression de lumière, la lumière rentre et ainsi de suite. Mais on peut imaginer que ça, c'est dans le sens de la création. On peut imaginer que dans le sens de la décréation, on va être capable d'amener suffisamment de lumière à l'intérieur de notre bulle univers pour dissoudre cet univers lui-même. Donc, vous voyez, la création, ce sera une implosion, et la décréation, ce sera une explosion finalement. Merci Patrick. Alors, j'ai beaucoup de questions à te transmettre. On nous demande, est-ce que chacun a sa propre bulle dans cette grande bulle? Absolument. C'est-à-dire que ce qui est intéressant aussi avec ce système, c'est qu'on est tous à la même enseigne. C'est-à-dire que de la brique ultime, qui est juste cette peau avec cette lumière dedans, on peut dire que nous sommes un agrégat de ça. C'est-à-dire chacun d'entre nous sont plusieurs grains qui se sont agglomérés les uns aux autres. Et ça veut dire que finalement, ils ont libéré aussi cette lumière à l'intérieur. C'est comme s'ils avaient fondu finalement, et qu'au lieu qu'il y ait des peaux entre chaque chose, eh bien, il y a une grande peau à l'extérieur. Donc on peut imaginer que chaque individu est une peau globale à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on est tous engoudronnés, si je puis dire, avec la lumière à l'intérieur. Alors après, on peut imaginer aussi qu'il y a des grains qui n'ont pas fusionné à l'intérieur et qu'on a des cloisons à l'intérieur de notre propre corps. Et peut-être que le premier travail, avant de dissoudre la bulle qui est à l'extérieur, que nous sommes, c'est de dissoudre les grains qui sont à l'intérieur. Et maintenant que les grains sont dissous à l'intérieur, je deviens de plus en plus vaste, c'est-à-dire au lieu d'être fractionné à l'intérieur de moi-même, parce que vous remarquerez que j'aurai toujours la même quantité de lumière, sauf qu'à l'intérieur, elle sera dans des petites boîtes. Donc le premier travail est peut-être de retirer les cloisons qui sont à l'intérieur pour avoir cette lumière. On peut imaginer à ce moment-là que la peau, ces cloisons-là, soit ils se transmutent en lumière, je mets plus de lumière que matière, soit ils viennent en surface, et on peut dire que ma peau devient peut-être un peu plus épaisse, mais j'en ai moins à l'intérieur. Alors, comme pour l'univers, on a les deux options. Soit je suis dans la création effrénée et j'ai une source à l'extérieur, je suis vecteur de quelque chose. La lumière arrive à l'intérieur de moi, ça ne m'empêchera pas de transmuter cette lumière en matière pour créer. C'est ça la création. Alors après, la question qu'on peut se poser, c'est alors pourquoi créer? Mais peut-être je peux créer quelque chose qui va dissoudre. Imaginez, je crée une lampe, par exemple. Donc je vais bien utiliser de la matière pour faire une lampe, mais la lumière qui va être émise par cette lampe va dissoudre beaucoup plus de matière que ça m'a coûté pour la faire.
La deuxième solution, c'est par l'intérieur. C'est-à-dire que soit je suis capable, moi, de me nourrir d'une lumière, et me nourrissant de cette lumière, ben, je vais commencer à gruger par l'intérieur ma propre peau. Et c'est peut-être ça le corps de gloire, hein, des mystiques parlent de ça. On peut imaginer qu'ils sont suffisamment nourris de lumière, que la peau par l'intérieur se dissout, et se dissolvant à un moment, eh bien, on arrive avant la transmutation ultime, juste un léger voile qui est autour de cette lumière et qui donne encore cette forme. Alors, si ce n'est pas par l'intérieur, ça peut être par l'extérieur. On peut parfaitement imaginer des endroits où il y a des douches de lumière, un lieu sacré, par exemple. Et qu'est-ce qui va se passer quand je vais aller dans ce lieu-là? Ben, deux choses. La première, c'est que ben, ça va gruger ma peau par l'extérieur cette fois, donc ça va la rendre moins épaisse. Et d'ailleurs, un lieu sacré, c'est peut-être un lieu sur la Terre où il y a moins de coelum, c'est-à-dire où il y a moins d'épaisseur de cette colle-là. Et comme il y a moins d'épaisseur, eh ben, la lumière peut passer plus facilement. Donc par l'extérieur, ça va gruger ma peau, si je puis dire. Et on peut imaginer aussi qu'étant dans ce lieu, eh ben, dans certaines circonstances, je peux inspirer ce lieu. On parle d'inspiration, hein, les dieux soufflent et l'homme est inspiré. Et que par l'intérieur aussi, maintenant, ce solvant va dissoudre la peau, par l'intérieur et par l'extérieur. Et si je réussis à réunir les deux, à ce moment-là, c'est ce rayonnement. Donc on voit que tout espoir est permis. La nourriture, pourquoi aujourd'hui on a un problème avec la nourriture? Parce que la nourriture n'est que coelum aujourd'hui. C'est-à-dire quand on fait de la nourriture qui n'est pas animée, quand il n'y a pas de spiritus dedans, ben finalement c'est que de la colle. C'est-à-dire que quand je mange cette nourriture, ça va nourrir ma colle, mais ça ne va pas fabriquer du solvant qui permet de le dissoudre. Et c'est bien pour ça que normalement quelque chose qui me fait du bien, ça serait un fruit qui contient du dissolvant universel au moins autant que de la matière. Et dans l'idéal, beaucoup plus de dissolvant que de matière. Ce qui veut dire que quand je vais manger ce fruit-là, la colle qui compose ce fruit va s'agglomérer à mon propre corps. Donc on peut imaginer que ça va l'épaissir. Mais s'il y a plus de lumière, de solvant à l'intérieur de ce fruit que de matière, bah, le fait de le manger fait que ça va dissoudre cette colle. Alors comme cette colle crée des cloisons à l'intérieur et qu'on peut imaginer que ces cloisons créent les maladies, on peut parfaitement imaginer que si je prends ce solvant universel, eh bien ça va dissoudre les cloisons à l'intérieur, donc permettre la circulation d'être moins malade. Et on peut imaginer que dans un ultime repas, eh bien, si ces agapes sont extrêmement lumineuses, à ce moment-là, ça va diluer complètement cette colle. Donc il est extrêmement important que notre nourriture contienne autant de dissolvant que de colle, voire plus de dissolvant que de colle. Et c'est bien pour ça, par exemple, qu'on priait sur la nourriture. Prier sur la nourriture, en dehors du dogme, hein, c'était une excellente idée puisque ça permettait de préparer quelque chose, de mettre du dissolvant à l'intérieur en disant maintenant quand je vais manger cette nourriture et que je vais manger ce fruit, eh bien certes il y aura de la colle puisque c'est de la matière, mais on peut dire que quelque chose qui me fait du bien, c'est un corps qui a plus de lumière que de colle. Et hélas, dans notre monde aujourd'hui, on est dans un monde qui a plus de colle que de lumière. Et c'est bien pour ça que dans chacun de nos actes, on a tendance à s'engluer plutôt que se dissoudre. Merci Patrick. Alors, je crois qu'il y a peut-être quelques éclaircissements à donner sur les termes employés, parce que j'ai des questions autour de la lumière dont tu parles. Est-ce l'amour? Est-ce que, dans le même ordre d'idée, est-ce que l'amour et le pardon sont des solvants? Est-ce que la transmutation a un rapport avec les anges? Donc là, on est vraiment sur, voilà, qu'est-ce que tu entends par lumière? Est-ce qu'on peut préciser? Personne ne peut rien entendre par la lumière. À chaque fois, c'est des mots, d'ailleurs on le voit bien, c'est des interprétations différentes de quelque chose qu'on ne comprend pas. On peut dire que la lumière est la première manifestation de ce qui vient de l'extérieur. On ne sait pas ce qu'il y a à l'extérieur. Et on peut dire qu'on peut le voir que parce qu'il y a une forme. On peut dire qu'on peut le voir qu'à travers ses défauts. Imaginez une forme extrêmement pure qui n'a pas de forme d'ailleurs, de l'eau qui va être à l'extérieur de la bulle. Eh bien, si ça rentre à l'intérieur de la bulle, je ne pourrai la voir que s'il y a un voile qui apparaît. Donc déjà, pour moi, la définition de la lumière dans notre monde, c'est déjà de la matière. En tout cas, c'est ce qu'il y a le plus proche de l'extérieur, mais qui a quand même un léger voile autour de soi. Dans notre monde, on ne peut pas voir la lumière dévoilée, puisque dans notre monde, c'est un monde de colle. Donc dès l'instant que cette lumière, j'ai pas de terme, hein, je ne sais pas, mais dès l'instant que quelque chose de l'extérieur rentre à l'intérieur, il prend forme. À l'extérieur, il n'a pas de forme puisque la forme est donnée par la colle.
et pas donné par la lumière. Par définition, la lumière n'a pas de forme, puisque dès qu'elle a une forme, elle a forcément une structure, elle a forcément un voile, elle a forcément de la matière. Donc ça, c'est la première chose. Est-ce que l'amour, c'est cette lumière? L'amour, c'est un terme générique. Je ne sais pas ce que c'est l'amour. Mais si on veut mettre, c'est le solvant universel, ben, pourquoi pas? Et on pourrait dire pour les kabbalistes, ils se reconnaîtront, c'est un dissolvant. C'est encore plus intéressant parce que si on trouve dissolvant, eh bien peut-être qu'il y a une autre clé. Vous remarquerez qu'on parle aussi de la représentation du nombre 7 à chaque fois, parce qu'on peut peut-être imaginer que dès l'instant que la matière se crée, eh bien elle se crée avec 7 cols, 7 voiles. Et on peut imaginer qu'à chaque fois qu'on va gruger par l'intérieur ou par l'extérieur, on va retirer de ces voiles. D'ailleurs, c'est le pèlerin qui se pèle. En se pèlant, il retisse ses peaux et on finit par voir de plus en plus la lumière qui est à l'extérieur. Alors, quant au pardon, évidemment, le pardon, c'est extrêmement intéressant parce que pardonner, c'est donner une part. Mais attention, moi, si je suis un grain fini de matière avec de la lumière dedans, si je donne cette lumière, à partir de quel moment j'en donne trop? Parce que si j'ai pas de source et que je donne la lumière qui est à l'intérieur de moi, bah, je vais finir par être vide, obligatoirement. Donc ça veut dire que si je donne plus que ce que j'ai, bah, non seulement je peux éclairer les autres un moment, mais moi je peux devenir complètement avide. Mais ça veut dire que quand je suis avide, je ne peux plus donner. Mais si les autres continuent toujours à prendre chez moi alors que je ne peux plus donner, ils vont me vider complètement. Et donc, je vais faire un effet complètement inverse. C'est-à-dire qu'au lieu d'être quelqu'un qui éclaire, je vais être quelqu'un qui se nourrit. Je vais être avide. Alors, les anges, pourquoi? C'est peut-être des archétypes. Après, on met ce qu'on veut dessus. On pourrait imaginer peut-être qu'il y a différentes couches et que dans ces couches-là, bah, il y a des grains qui sont plus gros, il y a des grains qui sont moins épais, il y a des grains qui ont plus de lumière dedans, et puis peut-être qu'il y a des grains qui sont toujours reliés à l'extérieur. Ah, c'est un avantage extrême, c'est que si on est toujours relié à l'extérieur, on ne sera jamais avide, et on pourra donner autant qu'on peut, autant qu'on veut, puisque de toute façon, dès que je donnerai, ça sera re-rempli par ce qui vient de l'extérieur. Et on pourrait imaginer aussi qu'on ne peut pas tout le temps donner. C'est quand les niveaux sont trop bas, on doit arrêter avec le risque de devenir un avide, avec le risque de devenir un scorie. On doit être juste en dessous de la limite, à l'ultime, et aller se remplir. Alors, soit aller dans un lieu où on reçoit quelque chose, soit manger de la bonne nourriture, soit d'être avec des gens qui ne sont pas avides, parce qu'on peut être aussi nourri ou vidé par ceux qui sont autour de nous. Ça dépend de leur qualité, de lumière qui est à l'intérieur ou de leur avidité. Mais il y a des lieux aussi. Il y a des lieux avides et des lieux lumineux. C'est des lieux, il semblerait, où la couche de Coelon est moins épaisse sur la Terre. Alors, je dis la Terre, mais ça va être partout dans l'univers. Alors, il y a des lieux, évidemment. Le Mont Saint-Michel, évidemment, des lieux, bah, évidemment, un lieu que j'adore, qui est Rocamadour, où on peut trouver en France, mais il y en a dans le monde. Hein. Il y a au Japon le Père et la Mère du Japon, qui sont deux ouvertures sur un lac qui donne vers l'extérieur. On a, pour ceux qui aiment les pierres, Sedona, ou en Amérique, où là, on a des lieux qui sont. On va les sentir, ces lieux. Alors, le risque avec ces lieux, c'est qu'ils émettent de la lumière. Donc, ils vont avoir tendance à dissoudre ce qu'il y a autour. Donc, ce qui est une bonne chose. Oui, mais il peut y avoir des gens avides qui viennent. Et si ces gens avides sont là et qui se nourrissent plus que ce que la source peut donner, à ce moment-là, on peut vider le lieu aussi. On peut agglutiner autour des avides. C'est comme ça qu'on voit, par exemple, des lieux sacrés qui deviennent des lieux dogmatiques. On construit dessus des bâtiments, on met des péages, on met un dogme, on dit c'est moi qui l'ai fait, et on dit si vous voulez maintenant vous nourrir de ce qu'il y a dedans, il va falloir payer, il va falloir écouter ce qu'on a à vous dire, il va falloir que vous pensiez comme nous. À tout moment, on a cette possibilité de vider un lieu sacré. Alors heureusement, il y en a qui sont tellement grands qu'on ne peut pas, mais on pourrait imaginer aussi que peut-être dans notre monde, ces lieux sacrés reculent parce qu'il y a de plus en plus avides. Et comme il y a de plus en plus de gens ou de choses, de monde avide, on a tendance à aller dans ces lieux pour. Alors l'idée, c'est pour ça qu'on dit quand vous avez reçu quelque chose, il faut le transmettre. C'est si vous avez la chance de trouver une source et de boire à cette source, ça ne suffit pas. Vous buvez à cette source pour ne pas risquer d'être avide, mais vous devez déborder. Et si vous débordez, eh bien, vous pourrez donner un moment, c'est-à-dire en fonction des bidons que vous avez récupérés. Alors, si vous avez la chance, grâce à cette source, de la remonter, elle vient forcément de dehors.
Donc, ça veut dire que vous êtes capable de créer un lien. Et à ce moment-là, eh bien, on ne pourra pas tarir cette source. Mais on pourrait même imaginer que dans un premier temps, les adeptes, ceux qui ont découvert cette source, vont avoir tendance à la protéger. Mais ce n'est pas de l'élitisme, c'est pour éviter les avides. Imaginez, vous ouvrez un robinet, dès l'instant que vous avez de l'eau qui sort, vous avez plein d'animaux avides qui viennent se coller dessus comme ça. Et il y en a même un qui va mettre sa bouche dessus. Et si la pression n'est pas suffisamment forte et qu'il y a une plus grosse pression à l'extérieur, le robinet s'arrête. Donc on pourrait imaginer qu'il y a des gens qui comprennent ce mécanisme et qui vont protéger le lieu pour distribuer au plus grand nombre sans vider la source. Et c'est pour ça aussi que quand on reçoit quelque chose, on doit avoir cette capacité de nourrir. Sinon, un, on vide la source, et deux, on devient avide. Et en étant avide, on va transmettre cette avidité aussi. Parce que dès l'instant que moi je vais être avide, je vais aller me coller à des gens qui ne le sont pas. Et ne l'étant pas avide, ben, je vais me nourrir d'eux et je vais finir par les rendre avides. Donc l'idée, pardon, c'est vraiment de recevoir plus que ce qui nous est nécessaire. Je ne parle pas de matière, hein. Je parle de dissolvant, justement, de solution. Et être capable de distribuer ce dissolvant à cette matière qui est avide. Alors, les cathédrales sont des machines justement à produire de la lumière, hein, c'est bien ça, à harmoniser. Et suite à l'incendie en fait par rapport à Notre-Dame, est-ce que ça impacte en fait cette capacité à réharmoniser? Est-ce que ça a été selon toi touché? Alors il y a plusieurs choses. Déjà, la première question qu'on peut se poser, est-ce que ça marchait avant la cathédrale? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il n'y avait pas déjà un jaillissement ici? Et s'il y a un jaillissement ici, qu'il y ait une cathédrale ou pas, ça ne change pas grand-chose. On pourrait imaginer que la cathédrale peut être quelque chose qui régule, quelque chose qui distribue, quelque chose qui fait rayonner, qui pacifie cette source. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, on peut imaginer dans le mauvais côté, mais ça c'est vrai dans tous les lieux sacrés, que c'est un chapeau. C'est-à-dire, on a fait une guitoune, puis on a fait un péage, en disant, vous qui voulez trouver la source qui est dessus, maintenant, vous ne pouvez pas rentrer comme ça va passer par nous. Alors, bien sûr, toute l'architecture sacrée qu'on va utiliser est une manière de distribuer cette lumière, à tel point, c'est que faire quelque chose au nombre d'heures et préparer la dilution de la matière, et donc la rendre moins dense et permettre que la lumière rentre dedans. Ça sert juste à ça. Si moi, je prends un mur et que je dessine dessus une étoile à 5 branches, elle est au nombre d'or, et maintenant que c'est au nombre d'or, c'est comme s'il y avait une couche de coélum moins épaisse. Ça dissout, ça dilue un peu cette colle. Donc ça veut dire que la lumière peut rentrer plus facilement à cet endroit-là. Alors après, le symbole. Maintenant, le symbole peut avoir créé de la colle. C'est-à-dire en disant, oh là là, c'est affreux, quelle horreur, la cathédrale, elle est détruite, tout le monde en veut et tout le monde baisse la tête. Tout le monde remet le nez dans la colle. Et à tel point, c'est qu'il y a plein de gens qui se posent la question en disant, mais comment on va faire pour reconstruire cette cathédrale? Et là, il y a les deux manières. La manière de Coelon et la manière de la lumière. C'est-à-dire la manière de Coelon, c'est on va recréer une architecture, mais sans avoir l'idée qu'elle doit rayonner sur le monde. On peut dire, non, on va faire un truc moderne maintenant, on va faire un truc qui est dans l'air du temps. En gros, on va faire un truc qui est dans la matière, quoi. Et une autre vision qui dit, mais non, pas du tout. Il faut, quelle que soit la manière dont on construit cette cathédrale, qu'elle continue à rayonner dans le monde. Et on voit ces deux choses qui s'opposent aujourd'hui, même dans les gens. Il y a des gens qui sont lamentés en disant quelle horreur, cette cathédrale, c'est fini pour nous, c'est un symbole de lumière qui disparaît, on est tous foutus. Puis il y en a d'autres qui disent bah ouais, bah, c'est écroulé, maintenant on va se retrousser les manches pour pouvoir travailler ensemble, pour pouvoir rassembler. Et rassembler, c'est couper les barrières. Et couper les barrières, c'est retirer ce coelon, c'est retirer cette colle. Donc, on a ces deux possibilités qui s'affrontent. C'est l'éternel affrontement entre ce qu'on appelle la lumière et les ténèbres. On peut dire que les ténèbres, c'est finalement ces grains qui ont perdu l'intérieur et il ne reste plus que la peau. Et on peut dire que la lumière, c'est ce qui retire la peau. Donc, on voit que c'est interchangeable et que c'est presque antinomique et pourtant l'un peut devenir l'autre. C'est-à-dire que la matière peut consommer toute sa lumière, mais la lumière peut dissoudre toute la matière. Alors après, il y a évidemment le symbole, mais d'un point de vue technique, je veux dire, avant qu'il y ait des paratonnerres, il y avait des églises qui brûlaient tous les jours. Parce que c'était évidemment les endroits les plus hauts, et comme c'était les endroits les plus hauts, la foudre, elle tombait dessus, et comme elle tombait dessus, ça foutait le feu. Bon, et on ne va pas se raccrocher justement à la colle, au coelon, à la matière, mais on va faire à partir de ça maintenant
comment on va pouvoir faire quelque chose de plus beau qui respecte la manière de rayonner sur le monde. Donc, ça ne m'a pas du tout dérangé. J'ai reçu le jour, évidemment, où ça s'est passé, 2000 courriels divers et multiples. C'était presque des courriers de condoléances en disant, mais tu te rends compte, c'est comme si j'avais perdu quelqu'un. Et bien sûr que ça m'a fait quelque chose parce que c'est un lieu que j'aime beaucoup. Et puis, tous les artisans qui ont travaillé dessus, moi, je pensais plus à tous ceux qui ont mis ce qui était dedans. Mais ça me rappelle aussi que ce monde est éphémère et que même si les gens ont mis tout leur savoir-faire dedans, tout leur cœur à l'intérieur de ça, eh ben, peut-être que le message maintenant, c'est que ben, la matière a disparu, à vous de remettre le cœur, et peut-être que si la matière disparaît, elle va laisser apparaître le cœur.